Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de 15h. Les titres qui vous sont développés dans cette édition. Dans la page santé, signature d'une convention de prêt entre le gouvernement de Djibouti et l'Agence française de développement. Également dans les titres, les États-Unis et les Cubains rétablissent les liaisons aériennes. Bonjour et merci de nous rejoindre. Nous entamons ce journal par cette nouvelle portant sur la disparition de l'ancien secrétaire général des Nations Unies, Boutros Ghali, où le président de la République, son Excellence Mohamed Ghali, a adressé aujourd'hui, mercredi, un message de condoléances à son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sisi. Suite à l'annonce du décès survenu hier de M. Boutros Ghali, un des fils les plus illustres et les plus connus de cette grande nation sœur arabe, a écrit le président Ghali. C'est dans les mois et la consternation que j'ai appris la triste nouvelle, ajoute le président Ghali, exprimant en ces circonstances ses condoléances les plus attristées, l'expression de sa compassion et sa solidarité à l'Égypte tout entière. La nation djiboutienne se joint à moi pour témoigner sa sympathie au peuple frère d'Égypte, a poursuivi le président de la République. Le président Ismaël Omar Guelleh a décrit que feu Boutros Ghali est comme étant un homme affable, juste et bon, qui a longuement œuvré en faveur de la paix, du rapprochement des différentes civilisations et différentes cultures. Diplomate chevronné, il a incarné la fierté de notre continent et devenant le premier secrétaire général des Nations Unies issu des continents africains et du monde arabe, a souligné le chef de l'État. Le président Ismaël Omar Guelleh a loué enfin le sens élevé de la recherche du compromis qu'a montré le défunt aux responsables onusiens. Feu Boutros Ghali est mort à l'âge de 93 ans. L'annonce de son décès a été faite hier alors qu'il était en soins intensifs en raison de son âge avancé dans un grand hôpital du Caire. Modèle de réussite sociale, le défunt homme a eu une longue vie brillante et une brillante carrière. Outre son passage à la tête des Nations Unies, il fut aussi le ministre des Affaires étrangères de son pays, l'Égypte. Il a également exercé les fonctions en tant que secrétaire général de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Toujours en nouvelles du pays, la deuxième conférence de l'Union des parlementaires africains sur la migration s'est clôturée sous le patronage du président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamad, par une séance de débat entre les parlementaires dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Le thème consacré était la contribution des migrants africains au développement des pays d'origine et de destination. Le but ultime consiste à consacrer les idéaux, liberté, égalité, de paix et de justice des peuples de l'Afrique. La promotion du droit de l'homme, également l'approfondissement du concept de la démocratie pour l'établissement d'une paix durable par le dialogue dans le cadre d'une coopération interafricaine et d'une politique de bon voisinage, de cohésion pacifique et de regroupement africain. Cette conférence s'est étalée sur 2 jours et à l'issue de cette séance, un communiqué final a été proposé pour l'adoption par le secrétaire général de l'UPA, Zikofi, où il a répondu plusieurs questions liées à ce phénomène de la migration qui renvoie, entre autres, à la question liée au chômage des jeunes et à la pauvreté. Et abondamment véhiculé, enfin occulter ces nombreux, notamment en matière de développement économique, des pays d'origine, de destination. Cette contribution est d'autant déterminante que 4 des 17 objectifs du développement durable, dont les efforts consolidés pour une meilleure prise en compte, ne peuvent que démultiplier cet effet catalyseur qui lui est de plus en plus reconnu. Estimons que la migration, étant un phénomène historique incompressible et partie intégrante de la nature humaine, n'est pas un problème à résoudre, mais plutôt une réalité à gérer de manière holistique à travers une gouvernance fondée sur les droits de l'homme. Mettons l'accent sur l'importance du respect des droits de l'homme, des migrants, afin qu'ils puissent contribuer réellement
à l'amélioration de leurs conditions socio-économiques et être considérés comme des acteurs potentiels de la croissance économique et du développement. Affirmons que tout en comblant le vide dans certains secteurs d'emploi, la migration contribue à la croissance dans les pays de destination et que la contribution au développement dans les pays d'origine est perçue à travers les transferts de fonds de la diaspora, le transfert d'expérience et l'acquisition de qualifications, notamment lorsqu'il s'agit de migration circulaire. Nouvelle du pays, toujours une convention de prêt a été paraphée ce matin entre la République de Djibouti et l'Agence française de développement. Le gouvernement de Djibouti, représenté par le ministre des Finances, Ilyas Moussa Douali, du côté français Christophe Guilou, ambassadeur de France, et également par M. Ignace, directeur de l'Agence française de développement. La suite avec Asma Mohamed. Un financement de 7 millions d'euros, soit 1,4 milliard, a été versé au ministère de la Santé pour améliorer les conditions des soins de la mère et l'enfant. Ce nouveau financement de l'AFD vise à fournir à la population djiboutienne un lieu d'accouchement proche, sécurisé, avec des références rapides pour les soins obstétricaux et néonataux d'urgence. Ces fonds permettront d'élever au meilleur point les équipements de maternité et pédiatrie des structures hospitalières, notamment Pelletier, Balbala, Arhiba et Farhad. Était présent à cette rencontre le secrétaire général de MFI, Nour Omar Miguel, le directeur du financement extérieur, Ali Mohamed Gadile, et les conseillers techniques du MFI en charge de la communication, Mohamed Gass. Le ministre de Finances, chargé de l'industrie, a remercié l'Agence française de développement du soutien afin de pouvoir améliorer les conditions des soins pour les Djiboutiens, en particulier les populations des villages les plus reculés ou encore ceux dans des situations précaires dans le but de les offrir l'accès à des soins. Ce projet de 7 millions d'euros, soit l'équivalent en francs Djibouti de 1,4 milliard de francs Djibouti, est sous la forme de dons. Et c'est à ce titre qu'en tant que ministre des Finances, je me permets d'apprécier particulièrement donc ce projet avec la France, parce que nous avons besoin de plus en plus de financement sous cette forme. Mais également à rappeler des projets d'importance avec l'AFD et la France, notamment dans l'éducation, mais également dans les réformes institutionnelles de la République de Djibouti avec l'entrepreneuriat, la participation dans le secteur privé, mais également du cadre institutionnel en cours d'élaboration du partenariat public-privé. Cela dit, les régions ne seront pas en reste et on y verra des centres dans les 5 régions de l'intérieur équipent à cet effet. Et pour la réouverture du bloc chirurgical du CMH de Tadjoura pour les césariennes, tout en accompagnant la formation des sages-femmes. Et pour plus de précisions, écoutons le ministre de la Santé, Dr Kassim Issaq Ousmane. C'est un projet qui consiste à prendre en charge ou bien améliorer les conditions des mères et enfants et l'acquisition des équipements, aussi bien à Djibouti-Ville que dans les régions de l'intérieur. Ceci consiste à la construction d'une maternité à Arhiba, à Farhad, renforcer les maternités existantes au niveau de Hayablé, de Bekadouz, la construction d'un service, d'un bloc opératoire à Balbala, de pédiatrie à Pelletier, et l'acquisition des équipements de type mammographique pour le centre Husseina, le renforcement des laboratoires, de la CAM, et ainsi que la formation des personnels. Et les régions de l'intérieur ne sont pas en reste parce que cette subvention comprend aussi la mise à niveau du bloc opératoire de Tadjoura, la clôture et tout ce qui a trait à l'amélioration de la mère et de l'enfant. Afin que les populations les plus vulnérables puissent avoir accès aux soins nécessaires, selon la feuille de route du président de la République, les soins pour tous. Cette convention illustre les soutiens de l'AFD à la République de Djibouti pour atteindre les objectifs fixés en matière d'amélioration de la santé maternelle et de réduction de la mortalité infantile d'ici 2020.
Et cet engagement marque la responsabilité de la France en faveur du renforcement de la santé publique à Djibouti. C'est un engagement sur plusieurs années et notre souci stratégique, c'est de contribuer à améliorer la qualité de la santé et également l'accès aux soins, notamment des populations les plus défavorisées. Et c'est pour cela que cette convention s'inscrit dans le cadre d'une approche stratégique en faveur du renforcement de la santé de la mère et de l'enfant, non seulement à Djibouti, mais dans d'autres régions en dehors de Djibouti, dans des régions un peu plus éloignées. Donc c'est un partenariat stratégique dans un secteur qui est très important pour nous et qui doit servir à renforcer le développement de Djibouti et de toute sa population. Le ministre de l'Enseignement supérieur, Dr Nabil Mohamed Ahmed, a reçu ce matin dans son bureau une délégation turque conduite par le recteur de l'Université technique d'Istanbul, le professeur Mehlem Karaka, et ses proches collaborateurs en mission de travail dans notre pays. Était à cette rencontre le président de l'Université de Djibouti, Dr Jamal Mohamed Hassan. L'objectif de cette mission à Djibouti est le renforcement de la coopération entre les deux pays. Les domaines privilégiés de coopération soulevés par le ministre sont l'appui à la faculté d'ingénieurs de Djibouti, le développement des formations en ingénierie, des nouvelles technologies de télécommunications, des réseaux ferroviaires, du génie civil et du transport logistique. Également l'expérience partagée en matière d'échange des professeurs, des étudiants, des recherches scientifiques entre les laboratoires de recherche de deux pays. Les deux parties ont convenu d'établir un programme de travail avec un agenda bien ficelé dans toutes les actions qui seront menées à court terme dans le renforcement rapide et efficace de cette coopération. Cette réunion de travail de la délégation turque se clôturera demain sur la signature de la convention cadre entre l'Université de Djibouti et l'Université technique d'Istanbul. Éducation toujours, le secrétaire général du MEMFOB, M. Haroun Omar Aden, a dirigé aujourd'hui les travaux d'une réunion avec les conseillers pédagogiques de l'enseignement de base en présence des hauts cadres et responsables du ministère, ainsi que tous les conseillers pédagogiques de l'enseignement de base de la capitale et des régions de l'intérieur à la salle de conférence du MEMFOB. Au cours de cette réunion qui s'inscrit dans le cadre des évaluations bilan effectuées à mi-parcours de l'année scolaire, il a été question d'évaluer les performances ainsi que les forces et les faiblesses du travail accompli jusqu'à là. Le secrétaire général a longuement remis en perspective le rôle, les responsabilités et l'indispensable travail en bonne intelligence entre les conseillers pédagogiques, les directeurs d'école et les enseignants pour mener à bien le travail pédagogique et administratif dans les écoles. Le conseiller pédagogique est l'ami du directeur. Il doit le soutenir, le seconder, l'encadrer dans ses tâches et surtout dans les cadres et les projets d'école mis en œuvre durant l'année scolaire. Débat fructueux. Je crois que la conclusion était qu'on puisse harmoniser toutes les tâches, toutes les actions entreprises par les conseils pédagogiques. Et je crois que maintenant, les conseils pédagogiques des régions ainsi que de la capitale ont une meilleure visibilité de leur mission pédagogique. Social. Dans le cadre de la solidarité citoyenne, M. Abdelkader, père de famille et en chômage de son état, est confronté à une maladie très grave qui touche son enfant, voilà maintenant depuis 3 ans. Habitant du quartier de Hayablé, M. Abdelkader, lui-même handicapé, à sa charge un enfant qui souffre depuis 3 ans d'une maladie nécessitant une évacuation sanitaire à l'étranger, sans quoi son enfant sera handicapé pour toujours. M. Abdelkader a sollicité le soutien de la population djiboutienne dans cette circonstance. Et dans une interview qu'il nous a accordée, il déclare que son enfant est né en 2010 en bonne santé. Aujourd'hui, il ne peut plus parler ni marcher comme tous les autres enfants. Vous pouvez le contacter au 77 75 45 48. Je répète, 77 75 45 48, lui accordant une quelconque aide.
La Fédération française du sport sous-marin vous aide les jeunes Djiboutiens à s'intéresser au métier de la mer et à servir des moniteurs des sports subaquatiques. Un accord de partenariat a été signé en ce sens entre les deux fédérations du sport sous-marin, à savoir la Fédération djiboutienne et la Fédération française. Et cet accord est facilité par l'Office national du tourisme. Un commentaire d'Idriss Adouita. Sous un soleil des plans, nous nous approchons lentement à bord d'un Zodiac. Au loin là-bas, c'est Lucie, un bateau des croisières où nous sommes attendus. Ces matins, c'est un événement marquant et un pas de plus dans la relation franco-djiboutienne. Une signature d'une convention entre la Fédération française d'études et sports sous-marins et l'Office national du tourisme djiboutien, en partenariat avec la Fédération djiboutienne subaquatique et des sports sous-marins, était à l'ordre du jour à bord d'un paisible Lucie. Ont été présents à cet événement les présidents de la Fédération française d'études et sports sous-marins, M. Jean-Louis Blanchard, et le directeur de l'ONTD, M. Mohamed Abdoulaye Ouahes, les présidents de la Fédération djiboutienne des sports subaquatiques, M. Ibrahim Mohamed Abdo, ainsi que les membres de l'Office national du tourisme. L'objectif premier de cet accord est de développer le secteur, de former les jeunes djiboutiens dans les métiers de la mer, leur procurer un avenir bien meilleur et lutter contre le chômage. Le président Jean-Louis Blanchard se montre très optimiste et montre déjà des couleurs. Nous profitons d'une amitié ancienne entre l'Office national du tourisme et notre fédération pour mettre en place des formations, de l'accompagnement pour les métiers de la mer visant les jeunes moniteurs, les jeunes djiboutiens en général. Donc d'abord dans la plongée sportive, donc moniteur de plongée, mais aussi dans d'autres activités qui sont en prise avec les métiers de la mer. Par exemple, la gestion des espaces marins, par exemple, le travail chez les gardes-côtes, par exemple, plus tard, les sports de compétition qui se passent dans l'eau. La nage à les palmes, l'apnée, pour vous donner deux exemples. Alors l'appréciation, c'est que je trouve les eaux de Djibouti absolument merveilleuses, porteuses d'avenir et qui peuvent attirer un marché nouveau. Rappelons que le tourisme national est en plein essor. La plongée sous-marine est l'un de ses atouts. C'est en présence du président de la commission technique de la Fédération française d'études et des sports sous-marins, M. Jean-Louis Blanchard, qu'une première promotion des moniteurs a reçu début des mains du ministre du Commerce et de l'Industrie, des diplômes reconnus par l'État djiboutien. Le directeur de l'ONTD s'est réjoui de ces partenariats qui, selon lui, va créer des emplois pour les jeunes et boostera l'économie du pays à travers le tourisme plus développé. Les missions de l'Office du tourisme sont très larges et très variées. Mais celle qui précisément nous réunit aujourd'hui ici avec notre ami Jean-Louis Blanchard, président de la Fédération française d'études et des sports sous-marins, est avant tout un programme qui a été initié depuis très longtemps. Jean-Louis et la Fédération française ont été à nos côtés pour la formation des premiers moniteurs de plongée sous-marine à Djibouti. Les résultats ont été plus que positifs. Les jeunes qui ont été formés sont aujourd'hui sur le marché du travail, vont créer très prochainement leur propre structure. Nous allons, à travers la convention qui a été signée aujourd'hui, collaborer très étroitement. La Fédération française nous apportera son savoir-faire, ses compétences et toute son expérience pour encadrer les jeunes djiboutiens, pour les former au métier de la mer. Et Jean-Louis a été très clair et très précis sur ce point-là. Il existait déjà à Djibouti une tradition de formation des moniteurs des plongées, selon M. Jean-Louis Blanchard, mais celle-ci s'est déroulée au sein du club militaire. La Fédération française d'études et sports sous-marins nourrit des ambitions pour démocratiser la pratique de la plongée sous-marine en assistant techniquement et pédagogiquement les Djiboutiens qui souhaiteraient devenir moniteurs plongeurs.
Dans la page santé, le secrétaire général du ministère de la Santé, M. Ali Silay Abdellah, a présidé ce matin une réunion de restitution de l'élaboration de la liste nationale des médicaments essentiels par un consultant international venu avec l'appui de l'OMS. Était présent à cette réunion le représentant de l'OMS, le représentant du PNUD, l'inspecteur général des services de santé, le directeur des médicaments et des pharmacies, le directeur des hôpitaux de référence, le directeur de CAM, et l'ensemble des cadres du ministère de la Santé. L'objectif de cette réunion a été d'une validation finale de la liste des médicaments essentiels nationaux qui a été élaborée sur un processus de consultation générale avec l'ensemble des médecins et pharmaciens en service dans toutes les structures de santé. Cette liste des médicaments est un document cadre qui servira à l'ensemble des pharmacies de la place publique et les structures de santé ainsi que à la CALACAM pour tous les achats des médicaments. Ce travail découle d'une forte volonté politique qui a été exprimée, la nécessité d'actualiser pour l'année 2016 l'ancienne liste des médicaments essentiels qui existait. La direction des médicaments et des pharmacies a informé que dans les prochaines étapes sera la mise en place d'une commission nationale des médicaments. Santé, toujours, le ministère de la Santé informe la population de l'organisation d'une caravane médicale de chirurgie ophtalmologique par une équipe médicale de l'ONG et qui va séjourner à Djibouti du 20 février 2016 au 2 mars 2016. À cet effet, il est demandé aux personnes souffrant d'une maladie des yeux de consulter ou de constituer leurs dossiers médicaux en venant au centre de santé de BB1 pour y passer une consultation ou dépistage. Nous demandons à l'ensemble de la population de bien vouloir profiter massivement de cette consultation. Manifestation de soutien au président de la République, Ismaël Omar Guelleh, pour les élections de 8 avril prochain. Dans cette optique, les habitants du quartier 7 bis ont organisé hier soir une grande manifestation populaire pour soutenir le président. quruxdaas aan halkan u nimidna waxaan doonaynaa caawa inaan la garab joogsano madaxweynaheena dalka hadduu ilaahay idhaahdo maalinta doorashada 8 bisha abriil 2016. Le président de la République pour un nouveau mandat en 2016 avec la participation des associations de ce grand quartier de la commune de Browse. L'objectif de la soirée était axé sur la sensibilisation afin de préserver l'unité, la paix ainsi que la cohésion sociale. La soirée était animée par des chants et des danses folkloriques. Les intervenants à la tribune ont remercié le président Ismaël Omar Guelleh qui a accepté de briguer un nouveau mandat. Ils ont demandé aux participants de la soirée de prendre toutes les dispositions pour élire le président avec un large score lors du scrutin du 8 avril prochain. Toujours dans le cadre du soutien au candidat du UMP, Ismaël Omar Guelleh, pour sa candidature à l'élection présidentielle d'avril prochain, l'association Guelleh Betel du quartier 7 a décidé de témoigner son soutien au président de la République et a demandé au grand dessinateur djiboutien Ghali Abdellah Ali de le représenter à travers des dessins sur les murs de l'ancien cinéma de Paris. Ghali Abdellah Ali nous a expliqué qu'il lui a fallu 2 jours de travail pour arriver à ce chef-d'œuvre. Et c'est à la demande du président de l'association de Guelleh Betel du quartier 7. M. Ghali Abdellahi nous a expliqué que ces dessins témoignent de l'adhésion de la population dans ce quartier au projet de président premier djiboutien Ismaël Omar Guelleh pour le développement et la cohésion sociale. Et à l'instar des autres régions de l'intérieur et de la capitale, les opérations de distribution des cartes d'électeurs ont débuté dans la région de Dikil. Et dans cette optique, le préfet de la région de Dikil, Mohamed Chirou Hassan, s'est rendu dans les différents guichets de la distribution des cartes d'électeurs hier, mardi 16 février, pour inspecter et observer l'état d'avancement des opérations de distribution des cartes d'électeurs. Ces opérations de distribution se dérouleront également dans les 3 sous-préfectures de la région, à savoir As'ela,
Kouya, Yoboki et Mouloud. La préfecture d'Ikil a également mis sur pied une équipe mobile pour la distribution des cartes électorales dans les zones reculées de la région. Le préfet de la région de Dikil, Mohamed Cherou Hassan, saisit pour cette occasion le public à venir récupérer leurs cartes électorales et accomplir leur devoir de citoyenneté. Passons de l'actualité internationale. Soudan du Sud, l'énergie en énergie solaire. Grâce à l'exploitation de l'énergie solaire, les populations des zones rurales du Soudan du Sud ont accès à l'électricité. L'abondance en Afrique des sources d'énergie naturelle dites renouvelables offre la nouvelle opportunité. Ici, Nimwele, au Soudan du Sud, une entreprise américaine spécialisée dans l'énergie solaire a transformé le quotidien des communautés rurales. La suite avec Hamza Mohamed. Ce système tient compte du faible pouvoir d'achat des populations locales, d'après Keren Reynolds, vice-président des opérations d'Azur. Le système fourni comprend des lampes LED capables d'éclairer une maison. Il permet aussi de recharger les téléphones portables. La consommation régulée par une mémoire artificielle, le ROM Smart. Ainsi, le client peut programmer son éclairage en fonction de ses habitudes. Cela leur permet aussi de gagner du temps parce que généralement les clients marchent durant des heures pour trouver de quoi recharger leur téléphone mobile et devraient attendre parce qu'ils craignent de perdre leur batterie. Ça peut donc être pour recharger le téléphone 2 fois par semaine. Cela peut vous faire économiser un jour par semaine et qui vous permet d'être plus productif. C'était dans les titres rétablissement des liaisons aériennes entre Cuba et les États-Unis. Plus de 50 ans après la coupure des liaisons aériennes, les deux pays ont signé aujourd'hui le rétablissement des vols réguliers. Une décision symbolique dans le droit chemin de droite ligne de rapprochement opéré depuis plus d'un an. D'Israël d'État. Plus de 50 ans après la coupure des liaisons aériennes, les deux pays ont signé aujourd'hui le rétablissement des vols réguliers. Une décision symbolique dans la droite ligne des rapprochements opérés depuis plus d'un an. Si concrètement, depuis le milieu des années 70, des vols charters existaient déjà, le rétablissement de la connexion aérienne rendra beaucoup plus souple les procédures entre Cuba et les États-Unis. Grâce à cette entente, les compagnies aériennes des deux pays pourraient en plus mettre en place des accords commerciaux comme des partages de codes ou des contrats de location pour des avions, que ce soit entre eux ou une compagnie d'un troisième pays, précise Adel Izquierdo, ministre des Transports cubain. Sans 10 vols quotidiens devrait exister prochainement une manne potentielle pour les compagnies américaines, puisque dans le sens inverse, à savoir des compagnies cubaines volant vers les États-Unis, le chemin est encore lent. Les compagnies aériennes cubaines sont vieillissantes et les licences pour voler vers les États-Unis devraient être distribuées au compte-gouttes. 10 aéroports, dont bien sûr sur la Havane, devraient être desservis par des vols en provenance des États-Unis. Des villes au fort potentiel touristique, mais qui pour l'instant ne verront pas le débit $1 des touristes américains, puisque officiellement l'embargo économique n'est pas encore levé entre les deux pays. Il est en vigueur depuis 1970. Voilà, c'est tout pour cette édition, mais restez avec nous pour les mieux de focus avec Idrissa Deta. L'entrepreneuriat, c'est quoi? C'est créer, innover, s'affirmer, avoir une liberté, une autonomie, être dans l'action, croire en soi, prendre des risques, c'est un état d'esprit. Un forum de 2 jours de réflexion, d'échange et de concertation autour de la thématique de l'entrepreneuriat est organisé par le ministère de l'économie et des finances chargé de l'industrie. Les journées nationales de l'entrepreneuriat seront le 18 et 20 février 2016 au Palais du Peuple. Osons entreprendre. L'ONEAC informe ses abonnés que les factures de consommation d'eau du mois de décembre et janvier sont disponibles dans les agences commerciales du boulevard de la République, d'Ambouli, de Belbala et des régions. Les abonnés sont tenus de régler leurs factures dans un délai de 30 jours. Au-delà du 29 février 2016, une campagne de coupure systématique sera mise en place. Enregistrez votre numéro de portable au guichet pour recevoir votre facture par SMS. Dès que ma peau tiraille, pour la soulager, j'ai un secret. Mon nouveau lait hydratant Mixa Nutrition, enrichi en karité. Instantanément, les tiraillements et l'inconfort disparaissent. Intensément nourrie, satinée et parfumée d'une saveur gourmande, ma peau rayonne
Nouveau lait Mixa Nutrition, le soin des pommettes à foncer, c'est Mixa. Découvrez la nouvelle gamme des laits de beauté Mixa pour le corps. En Afrique, c'est vrai qu'on est plutôt du genre généreux. On essaye toujours d'en faire plus. Et on voit les choses en grand. En fait, on aime juste se faire plaisir. C'est pourquoi Canal+ lance la Semaine Généreuse, votre nouveau programme de fidélité. Profitez de chaînes offertes pendant une semaine. La Semaine Généreuse, c'est tous les mois, quel que soit votre moyen de paiement, et sans risque d'être interrompu dans vos programmes préférés. Pour en bénéficier, une seule condition, il suffit juste de se réabonner avant la fin de votre abonnement. Avec la Semaine Généreuse, votre fidélité est récompensée toute l'année. Pour débuter l'année 2015, nous avons le plaisir d'annoncer une très bonne nouvelle à nos chers clients. Pour marquer sa confiance, Toyota Motor Corporation vient d'accorder à Marie Locomotive la possibilité d'étendre la garantie à tous ses modèles. Elle était de 20 000 km ou 15 mois et passera à 24 mois ou 25 000 km. Ceci a pu être réalisé car 100% de nos personnels sont certifiés Toyota. Avec des équipements modernes et de qualité, une infrastructure adaptée aux exigences du constructeur. Faites confiance aux professionnels. Les couches Babystar gardent votre bébé au sec et lui procurent une sensation de douceur et de bien-être inestimable. Votre bébé mérite Babystar. Et d'une saveur gourmande, ma peau rayonne. Nouveau lait Mixa Nutrition, le soin des pommettes à foncer, c'est Mixa. Découvrez la nouvelle gamme des laits de beauté Mixa pour le corps. En Afrique, c'est vrai qu'on est plutôt du genre généreux. On essaye toujours d'en faire plus. Et on voit les choses en grand. En fait, on aime juste se faire plaisir. C'est pourquoi Canal+ lance la Semaine Généreuse, votre nouveau programme de fidélité. Profitez de chaînes offertes pendant une semaine. La Semaine Généreuse, c'est tous les mois, quel que soit votre moyen de paiement, et sans risque d'être interrompu dans vos programmes préférés. Pour en bénéficier, une seule condition, il suffit juste de se réabonner avant la fin de votre abonnement. Avec la Semaine Généreuse, votre fidélité est récompensée toute l'année. Pour débuter l'année 2015, nous avons le plaisir d'annoncer une très bonne nouvelle à nos chers clients. Pour marquer sa confiance, Toyota Motor Corporation vient d'accorder à Marie Locomotive la possibilité d'étendre la garantie. Rebonjour et merci de nous rejoindre pour les minutes focus. Idriss Adete nous a rejoint. Bonjour Idriss. Bonjour. Voilà, le premier sujet que vous allez nous expliquer, c'est encore, vous avez repris encore le communiqué de la mort de Boutros Ghali. Et en second lieu, un pistolet pour représenter l'Amérique, ce qu'a posté Jeb Bush, et qui fait énormément de polémiques. Aux États-Unis, bien évidemment, Nagad. Les hommages se succédaient mardi pour saluer la mémoire de l'ancien secrétaire général des Nations Unies, Boutros Ghali, élu dans l'euphorie de la fin de la guerre froide, avant d'être confronté à la période trouble des guerres au Rwanda et dans les Balkans. Selon un porte-parole des Nations Unies, Boutros Ghali s'est éteint au Caire. Nous avons été informés que l'ancien secrétaire général Boutros Ghali a été décédé. À l'âge de 93 ans, a déclaré l'ambassadeur vénézuélien Rafael Ramirez, qui préside le Conseil de sécurité de l'ONU durant le mois de février. Les diplomates égyptiens avaient été les premiers Africains à accéder au poste de secrétaire général, une fonction qu'il avait occupée entre 1992 et 1996.
L'actuel secrétaire général Ban Ki-moon a salué la mémoire d'un homme d'État respecté et d'un dirigeant mémorable de l'ONU. M. Ban a souligné que Boutros Boutros-Ghali avait eu le courage de poser des questions difficiles aux pays membres, qu'il insistait à juste titre sur l'indépendance de sa fonction. Et en second lieu, un pistolet pour représenter l'Amérique. Les messages civils postés par les candidats républicains à la présidentielle suscitent une vague de réactions outre-Atlantique. Les mots « America » et la photo d'un pistolet gouverneur Jeb Bush. Les tweets publiés par les candidats aux primaires républicains mardi 16 février a immédiatement provoqué une avalanche de réactions positives, sarcastiques ou outrées sur les réseaux sociaux. Jeb Bush a publié ces messages après avoir visité les locaux fabricants d'armes FN Manufacturing et Columbia en Caroline du Sud. L'arme est identifiée comme un modèle FNX-45 selon les précisions de Scott Farmer, conseiller du sénateur Lindsey Graham qui a rallié Jeb Bush. Résumé, ainsi l'Amérique a un pistolet à compte prévu, pli et déplie à beaucoup de monde. Le tweet a été émis près de 20 000 fois en 12 heures. Plus de 19 000 est un record pour un compte où il dépasse rarement la centaine. Mais d'autres internautes s'indignent comme Edward Snowden, l'ex-informaticien de l'Agence nationale de sécurité, la NSA, qui demande à Jeb Bush d'effacer son compte. Certains tutos modifiant l'inscription ou publiant des simples messages américains accompagnés d'une photo censée illustrer les travers ou excès des États-Unis. Voilà, c'est tout. Merci Idrissa Douita pour ces explications. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour le reste du programme. Et merci de votre fidélité.